Oui, voici une série sur Hannah Arendt, née il y a 120 ans. C'est donc un anniversaire, et de sa mort aussi, puisqu'elle s'est éteinte en décembre 1975, il y a à peine plus de 50 ans. C'est la force de la pensée politique d'Arendt, ses inventions conceptuelles, sa capacité à critiquer des systèmes philosophiques trop bien rodés et souvent empreints de brutalité envers les réalités politiques, sa conviction aussi que seule la démocratie, malgré tous ses défauts et ses risques, est le seul régime respectant, au moins en intention, la pluralité de la condition politique. C'est tout cela que nous allons évoquer cette semaine. Arendt, avec la liberté qui la caractérise, engage un dialogue fécond et original avec de nombreuses figures comme Montesquieu, Marx ou Kant. C'est ce que nous observerons en commençant aujourd'hui par son dialogue avec Montesquieu à propos des régimes politiques. Hannah Arendt n'aimait pas se faire appeler philosophe. Et ce n'est pas sans rapport avec sa conviction que la tradition philosophique malmène trop souvent les questions politiques. D'une certaine façon, elle voulait faire mieux et rester libre de chercher ses repères conceptuels où elle voulait. Je me sers où je peux, disait-elle en français, dans un entretien accordé à Roger Herrera en 1973, et elle n'avait que faire de ranger les auteurs qui l'intéressaient dans un courant de pensée officiel. Par exemple, Montesquieu, figure du libéralisme, c'était beaucoup trop simple pour elle. C'est d'ailleurs en parlant de Montesquieu que dans cet entretien, elle en était venue à prononcer la phrase en français que j'ai mentionnée à l'instant. Écoutons-la. J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Moi, je me sers où je peux. And I take whatever I can. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. Hannah Arendt était convaincue que le nazisme et certaines périodes du stalinisme ont dessiné un tout nouveau type de régime politique qui nécessitait d'inventer de tout nouveaux concepts pour le penser. Alors elle a repris la classification des régimes proposée par Montesquieu au XVIIIe siècle. Montesquieu qui distinguait dans chaque régime une nature et un principe. Et Arendt s'est efforcée de déterminer la nature et le principe du totalitarisme. Cette analyse l'a conduite à caractériser le type d'État qui s'est mis en place dans ces régimes, mais aussi le comportement individuel typique visé par ces régimes et parfois atteint par certains individus. Apparaît là une réflexion profonde sur ce qu'est la loi, le droit en général, dans le régime totalitaire. Bonjour Martine Lebovici. Bonjour Géraldine Mühlmann. Vous êtes maîtresse de conférences émérite de l'Université Paris-Cité, spécialiste de philosophie politique et en particulier de l'œuvre de Hannah Arendt. Vos travaux sur cette œuvre sont nombreux et importants. Sur le sujet qui nous intéresse ce matin, je citerai votre livre paru chez Quimay en 2017, coécrit avec une autre spécialiste très fine d'Arendt qui, hélas, nous a quittés, Anne-Marie Roviello. Ce livre s'intitule « Le pervertissement totalitaire ». Vous avez par ailleurs, Martine Lebovici, dirigé avec Aurore Mregen, que nous recevrons aussi cette semaine, le numéro des Cahiers de Lerne consacré à Arendt paru en 2021. Et bonjour Vincent Lefebvre. Bonjour. Vous êtes chercheur et professeur invité à l'Université libre de Bruxelles. Votre doctorat de sciences juridiques portait sur la pensée du droit, qui était celle de Hannah Arendt, et c'est un point central dans notre émission d'aujourd'hui. Pour commencer cette discussion, cette analyse, écoutons Arendt à nouveau dans cet entretien de 1973 avec Roger Herrera à propos de la nouveauté du totalitarisme. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnu auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes.
Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. And this, of course, is the quintessential sign of totalitarianism. C'est là, bien évidemment, l'essence du totalitarisme. Pour appréhender cette nouveauté du système totalitaire, Arendt a donc repris la classification des régimes politiques de Montesquieu, qu'elle rappelle dans ce texte de 1954, lu par Luna Adjla de notre équipe. Montesquieu est le dernier auteur qui ait étudié la nature du gouvernement, c'est-à-dire qui se soit demandé ce qui le faisait être ce qu'il est. Mais Montesquieu a ajouté une seconde question entièrement nouvelle. Qu'est-ce qui fait agir un gouvernement comme il agit ? Et il s'est aperçu que chaque gouvernement n'a pas seulement sa structure particulière, mais un principe particulier qui le fait mouvoir. Montesquieu, après avoir donné à la question classique une réponse classique, une république est un gouvernement constitutionnel où le pouvoir souverain est aux mains du peuple, une monarchie, un gouvernement selon les lois, où le pouvoir est aux mains d'un seul homme, et la tyrannie, un gouvernement sans loi dans lequel le pouvoir est exercé par un seul homme selon sa volonté arbitraire, Montesquieu ajoute une autre perspective. Le principe de toute action en république est la vertu politique, que l'auteur assimile sur le plan psychologique à l'amour de l'égalité. Le principe de la monarchie est l'honneur, dont l'expression psychologique est la passion pour la distinction, et dans une tyrannie, le principe est la crainte. Montesquieu considérait donc qu'à une nature ou une essence d'un régime politique correspondait un principe d'action pour les individus. La vertu pour les républiques, l'honneur pour les monarchies parlementaires, la crainte pour les tyrannies. Mais si la crainte ou la peur devient l'essence même ou la nature du régime totalitaire, au point qu'il faille parler de terreur, alors quel est le principe d'action correspondant à ce régime ? Ne serait-ce pas plutôt un principe de non-action, comme Arendt le dit parfois ? Écoutez encore ces précisions. Aucun principe directeur de conduite, lui-même emprunté au domaine des actions humaines, telles la vertu, l'honneur, la crainte, n'est nécessaire, ni ne peut être utile, pour mettre en mouvement un corps politique qui n'utilise plus la terreur comme moyen d'intimidation, mais dont l'essence est terreur. En lieu et place, celui-ci a introduit dans les affaires publiques un principe entièrement nouveau qui se passe complètement de la volonté humaine d'agir et en appelle au besoin insatiable de pénétrer la loi du mouvement selon laquelle opère la terreur et dont par conséquent dépendent toutes les destinées particulières. Les habitants d'un pays totalitaire sont jetés et pris dans le processus de la nature ou de l'histoire en vue d'en accélérer le mouvement. Comme tels, ils ne peuvent être que les exécutants ou les victimes de la loi qui lui est inhérente. Le cours des choses peut décider que ceux qui aujourd'hui éliminent des races et des individus, ou les représentants des classes agonisantes et les peuples décadents, sont demain ceux qui doivent être sacrifiés. Ce dont a besoin le pouvoir totalitaire pour guider la conduite de ces sujets, c'est d'une préparation qui rende chacun d'entre eux apte à jouer aussi bien le rôle de bourreau que celui de victime. Cette préparation à deux faces, substitut d'un principe d'action, est l'idéologie. Vincent Lefebvre, je commence par vous, puisque vous avez fait un doctorat en sciences juridiques. Analyser les régimes politiques, c'est un peu daté. D'ailleurs, Arendt le disait déjà. Les Grecs le faisaient, Aristote par exemple. Montesquieu a repris cela lui-même et est un peu une exception. À l'époque moderne, on analysait la structure de l'État. Les régimes, c'est une vieille histoire en philosophie politique. Et Arendt a rafraîchi tout cela et a inventé un nouveau régime à la hauteur de l'inédit qu'elle avait face à elle. Oui, tout à fait, elle a fait cela et
D'une part, on peut remarquer qu'elle n'est pas dans la lignée de ce que font certains de ses collègues dans les universités à l'époque, puisque la science politique, à l'époque, la théorie politique, va essayer de définir au moyen d'une série de critères ce qu'est un régime totalitaire. Et c'est à l'époque, en réalité, une démarche qui était très courante et qui est finalement assez datée, puisque aujourd'hui, on se souvient du livre d'Hannah Arendt, on se souvient des origines du totalitarisme et en particulier de ce dernier chapitre Idéologie et terreur, alors qu'on a oublié en réalité largement les auteurs qui, à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, essayaient d'avoir une démarche beaucoup plus nominaliste, descriptive du totalitarisme. Pour préparer cette émission, je lisais un article d'Anne Amiel, qui est une grande spécialiste d'Hannah Arendt et qui s'intéressait au rapport spécifique d'Arendt à Montesquieu, et je trouve qu'elle dit un certain nombre de choses très intéressantes dans cet article, mais elle dit que Arendt enjambe le 19e siècle et revient à Montesquieu pour poser la question du régime, puisque finalement ce qu'elle a découvert en travaillant à partir de la fin de la guerre, elle qui a été touchée dans sa chair et dans son cœur par l'émergence du totalitarisme, ce qu'elle découvre, c'est un nouveau type de régime qu'on ne pourrait réduire aux régimes qui sont connus et qui ont été étudiés, comme vous l'avez dit, comme les extraits très intéressants qu'on vient d'entendre le rappeler, la tyrannie, le despotisme, la dictature dans son sens ancien, mais aussi dans son sens plus moderne de dictature à parti unique. Et donc, c'est vraiment un travail presque ontologique que fait Arendt dans les origines du totalitarisme. Ontologique, dites-vous. Alors, ça veut dire que l'être du totalitarisme est décortiqué par Arendt. Il y a donc une nature ou une essence du régime qui est la terreur et un principe qui est l'idéologie. Je vous laisse expliquer cela avec vos mots, Martine Lebovici, qui connaissait tellement bien l'œuvre d'Arendt. Oui, peut-être avant d'entrer directement dans le régime totalitaire, je crois qu'il faudrait peut-être préciser comment Arendt, qu'est-ce que Arendt fait de Montesquieu pour arriver à... Entendu, allez-y, bien sûr. Et je crois qu'il faut revenir sur cette notion de principe. Parce que je pense que pour Arendt, c'est vraiment là la grande nouveauté de Montesquieu. C'est de ne s'être pas contenté d'écrire une structure de pouvoir selon les catégories traditionnelles qui remontent à Platon et Aristote, mais d'avoir précisément complété la notion d'essence, la notion de nature par la notion de principe, parce que les principes concernent l'action. Et je trouve que insister sur les principes, ça permet aussi de revoir, de désindividualiser l'approche souvent individualiste que l'on fait de l'action chez Arendt. C'est-à-dire, si j'ai 2 minutes pour reprendre, je vous en prie. Justement le passage, comment elle articule cette notion de principe. C'est-à-dire que alors, dans la citation là, sur laquelle on travaille, on a l'impression qu'il y a quelque chose de psychologique uniquement. Or, effectivement, il y a quelque chose de psychologique, mais l'apport de la notion de principe, c'est que ça n'est pas seulement un motif psychologique, c'est aussi une conviction qui lie l'individu, on va le dire rapidement, à toute la société, à ce que Montesquieu appelle l'esprit d'une société ou d'un régime. Et elle explique que ce qui est intéressant chez Montesquieu, c'est qu'il fait la différence entre le citoyen, qui concerne la vie publique et donc aussi la question de la loi, et d'autre part l'individu, qui est la vie privée. Mais précisément, le principe, elle dit, c'est la source de l'action. Et la source de l'action, elle prend naissance, ça c'est ce qu'elle explique dans La nature du totalitarisme, elle prend naissance
dans le privé, d'une certaine façon, c'est-à-dire dans les passions des individus, mais qu'à partir de là, ça donne des critères différents selon les sociétés, selon les régimes, pour juger du juste et de l'injuste. Et donc, c'est par le principe qui est quelque chose qui n'est pas inventé par l'individu, mais qui vient du régime. De l'esprit du temps. Alors, j'ai trouvé une citation de Montesquieu, je trouve, qui dit très bien ce que c'est que cet esprit et que Arendt, au fond, reprend. Elle dit, dans toutes les sociétés, il dit, qui ne sont qu'une notion, qui ne sont qu'une notion d'esprit, il se forme un caractère commun. Cette âme universelle prend une manière de penser qui est l'effet d'une chaîne de causes infinies qui se multiplient et se combinent de siècle en siècle. Dès que le ton est donné et reçu, c'est lui seul qui gouverne et tout ce que les souverains, les magistrats, les peuples peuvent faire ou imaginer, soit qu'ils paraissent choquer ce ton ou le suivre, s'y rapportent toujours. C'est-à-dire que les principes, sont... pas organisent, mais en tout cas inspirent aussi bien les individus que les gouvernants, que les dirigeants. C'est un ensemble de valeurs, une tonalité, puisqu'on entend... Alors c'est-à-dire, elle dit conviction, et on peut... Francine Markovitch, dans son livre sur Montesquieu, il parle de ressort, de fibre. Oui. C'est-à-dire, effectivement, que ça vient... C'est des passions, d'une certaine façon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces passions sont partagées par une époque. Donc on aspire, si je peux me permettre de mettre peut-être d'autres mots, quand on est dans une république, tout est fait pour que l'individu aspire à un comportement à la vertu. Dans une monarchie parlementaire où il y a une noblesse, à l'honneur. La crainte prédomine dans un régime tyrannique. Et qu'est-ce que c'est maintenant que l'idéologie dans un régime totalitaire? Alors, ce qu'il y a, c'est que Arendt... introduit pour comprendre, pour utiliser cette notion de principe, elle introduit la notion d'expérience. C'est-à-dire, elle se demande quelles sont les expériences fondamentales. Et ça vient pas de Montesquieu, ça vient de la phénoménologie. Quelles sont les expériences fondamentales dans une société qui déterminent d'une certaine façon des principes. Et justement, la peur ne suffit pas. Le problème du totalitarisme, c'est que c'est un régime qui est là pour empêcher toute action, d'une certaine façon, pour aller à la source de la liberté humaine. Et c'est aussi en ça qu'elle refuse les interprétations libérales du totalitarisme comme étant un tout politique. C'est plutôt une négation de la politique. C'est une terreur qui sème la désolation. Alors, la terreur, c'est l'essence, c'est la nature. Et la terreur empêche évidemment toute action. Et donc l'idéologie, comme elle dit, est un substitut d'action. Parce que l'idéologie, c'est à la fois une interprétation globale du monde, mais surtout, ce qui est important, c'est la logique. Parce que la logique, d'une certaine façon, la logique produit des effets dans les activités des hommes dans le totalitarisme. Alors, mais peut-être on y reviendra sur ce passage au totalitarisme. Pour comprendre que c'est que l'idéologie, qui pour Arendt, à sa définition, c'est la logique d'une idée qui incite à une sorte de raisonnement froid comme la glace, dit-elle, à partir de prémices. Il faut faire un certain nombre de choses. Nous allons l'expliquer. Pour le comprendre, il faut comprendre que c'est le besoin, c'est le principe dont a besoin la terreur pour bien s'installer. Elle écrit « La terreur est la réalisation de la loi du mouvement. Son but principal est de faire que la force de la nature ou de l'histoire puisse emporter le genre humain tout entier dans son déchaînement, sans qu'aucune forme d'action humaine spontanée ne vienne y faire obstacle. » C'est un point que vous avez précisé. Je voudrais que vous commentiez à votre tour, Vincent Lefebvre, sans qu'aucune forme d'action humaine spontanée ne vienne faire obstacle au mouvement de l'histoire ou de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire que la terreur prétend installer ? Alors, je pense que
il y a peut-être deux éléments de réponse que je peux apporter. Tout d'abord, pour compléter ce qu'était en train de dire Martine Lebeovici, il y a l'idée que la désolation, effectivement, il y a une organisation de la désolation sous un régime totalitaire qui exacerbe cette condition, cette expérience fondamentale, comme l'a dit Martine à l'instant. Et c'est vraiment très important. Évidemment, là, on retrouve la dimension phénoménologique de la pensée d'Arendt qui essaye de décrire des phénomènes en se basant sur des expériences humaines auxquelles ils correspondent. La désolation préexiste aussi à l'émergence des totalitarismes. Ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les régimes totalitaires sont des réponses horribles, abjectes, apportées à une situation dans laquelle des masses de personnes se trouvent au début du XXe siècle. Et c'est d'ailleurs tout le sens des origines du totalitarisme, de décrire ces différents éléments qui ont cristallisé, dit Arendt, en un régime totalitaire. C'est des éléments qui préexistaient, qui ne devaient pas conduire inéluctablement à la forme totalitaire, mais qui ont cristallisé sous une forme totalitaire. La question de la loi du mouvement, pour en venir précisément à votre question, mais on est toujours en réalité dans cette nécessité pour Arendt de revenir à la question des régimes politiques. Pourquoi ? Parce que ce qui frappe Arendt, et c'est d'ailleurs parfois un point, moi j'ai une excuse, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la question de la loi et du droit chez Arendt, mais c'est parfois un élément à côté duquel on passe. Là, elle constate que les régimes totalitaires ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire que ce qui l'amène aussi à revenir à Montesquieu, c'est qu'elle constate que le critère qui nous permettait de classer les régimes politiques depuis Platon et Aristote, c'est-à-dire des gouvernements, des régimes basés sur la loi d'une part, la monarchie, la république, on l'a dit, ou des gouvernements arbitraires, la tyrannie, le despotisme, etc. Eh bien, le totalitarisme, c'est un régime qui n'est pas arbitraire parce qu'il repose alors pas sur une conception qu'on connaît de la loi, des lois stables qui sont destinées à encadrer l'action, mais sur une loi supérieure qui est toujours en mouvement. C'est une loi du processus, et ce processus, elle repère deux variantes. La variante nazie, c'est-à-dire la loi de la nature, c'est-à-dire cette théorie pseudo-scientifique d'une hiérarchie des races à laquelle croyaient dur comme fer Hitler et les nazis. Donc avec élimination des races non valorisées, amenées à dépérir de toute façon par rapport aux Aryens pour Hitler. Et donc il faut juste accélérer ce mouvement qui est un mouvement de la nature. C'est ça que vous voulez dire. En tout cas pour comprendre en quoi il s'agit dans la conception Hitler nazie. Dans la conception nazie et dans la conception stalinienne, c'est quoi c'est la loi de l'histoire. Donc c'est-à-dire de la même manière, si des classes sont agonisantes et condamnées à dépérir, on se doit d'accélérer le mouvement de l'histoire. Donc, en cela, ce sont des lois qui disent quelque chose qui adviendra de toute façon, il faut juste les accélérer. Arendt écrit que les nazis parlent de la loi de la nature ou que les bolcheviks parlent de celle de l'histoire. Ni la nature ni l'histoire ne sont plus la source d'autorité qui donne stabilité aux actions des mortels. Elles sont en elles-mêmes des mouvements. Martine Lebeovici, ça veut dire qu'au fond, les individus n'ont pas à agir, ils ont à appliquer une loi qui existe déjà dans la nature et dans l'histoire. Ce n'est pas très facile à comprendre. Comment l'expliqueriez-vous par exemple à vos étudiants? Comment comprendre l'idéologie qui n'est pas vraiment une évaluation de ce qu'il faut faire à chaque moment, qui n'est pas vraiment une pensée essayant d'interpréter à partir de la source de la loi, ce que nous faisons nous par exemple dans nos régimes. C'est quoi exactement l'idéologie? Alors, il y a une spécificité de la catégorie d'idéologie chez Arendt, c'est-à-dire que c'est pas simplement une vision du monde, c'est pas simplement ce qui est produit pour justifier des relations de domination économique ou autre. C'est effectivement
un isme, c'est-à-dire c'est une façon de prétendre pouvoir tout expliquer de tout ce qui arrive dans le monde à partir d'une seule idée, hein, et à partir de là, de déployer une logique. C'est-à-dire, si vous considérez que je peux citer Arendt si vous voulez, parce qu'elle parle comme ça. Si vous n'avez pas, vous voulez le faire vous-même. Alors, allez-y, on verra bien si. Voilà, je crois. Vous ne pouvez pas, donner Arendt comme explication du mouvement, voilà, de l'idéologie, vous ne pouvez pas poser A sans poser B et C, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre. Par exemple, si l'on prend au sérieux l'affirmation que les Juifs sont véritablement de la vermine, ainsi créés par nature et partant prédestinés à subir le même sort que les poux et les punaises, on a forgé un parfait alibi pour les exterminer. C'est ça. Alors, justement, il s'agit pas... D'abord, il faut faire accepter que les Juifs sont de la vermine et que de la vermine, c'est dangereux pour le corps sain du peuple et que de la vermine, on ne peut pas la laisser comme ça et donc il faut les exterminer. C'est-à-dire que ça mène au crime, tout simplement. Mais justement... Justifié comme une espèce de raisonnement à partir de prémices c'est-à-dire jamais interrogées. Si vous considérez que des individus sont une vermine dangereuse, vous n'allez pas laisser prospérer une vermine dangereuse pour contaminer le corps sain du peuple. Et donc, il faut... C'est-à-dire que, justement, c'est pas simplement un raisonnement logique ou mathématique où on raisonne, c'est que ça donne des effets directs, criminels, dans le réel. Et c'est pour ça que c'est un substitut d'action. La terreur n'est pas un substitut. La terreur, c'est l'essence. C'est-à-dire que la terreur comprime les hommes les uns contre les autres, dénie complètement, abolit la pluralité, fait en sorte que les gens ne peuvent plus agir, justement. Et alors, le problème, c'est s'ils peuvent... c'est une réduction à l'impuissance, la terreur. Mais alors, à ce moment-là, comment on va faire pour réaliser la loi de la nature ? C'est là qu'intervient, comme substitut d'action, l'idéologie, parce que les gens qui... Alors, c'est vrai que, d'une certaine façon, il y a des transitions à faire vers Eichmann. Il faut comprendre comment c'est un substitut de pensée aussi. Comment quelqu'un peut être amené à participer au crime à partir d'une prémisse acceptée par tous. Ce que vous dites là, c'est que c'est aussi un substitut de pensée. Les individus doivent se tenir tranquilles pour laisser la terreur s'appliquer, elle-même justifiée par une loi de la nature ou de l'histoire. Donc, pour les périodes les plus dures du stalinisme, qui sont les seules d'ailleurs qu'Arendt considère comme du totalitarisme, il y a aussi des ennemis de classe dangereux pour les lois de l'histoire. Il faut accélérer les choses et les mettre à l'écart. Le goulag, il y a cette idée que les individus doivent être un peu paralysés dans leur capacité à penser autrement que cette loi de l'histoire ou de la nature. C'est-à-dire c'était très exactement aussi en même temps un empêchement de penser, parce que penser suppose s'arrêter justement de mettre la main à la pâte. S'arrêter un moment et se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et alors là commence la pensée. Mais c'est bien ça qu'il s'agit d'empêcher chez dans ce qu'elle appelle parfois les citoyens d'un régime totalitaire. Tout à fait, ça va avec. Vincent Lefebvre, sur l'idéologie comme logique d'une idée, principe très puissant qui neutralise, dit Arendt, autant que possible dans le régime totalitaire, la liberté de pensée et d'action des individus. Oui, effectivement, l'idéologie, c'est une sorte de camisole mentale. Elle va à la fois dans les origines du totalitarisme s'intéresser à la structure du gouvernement totalitaire, du régime totalitaire, et elle va y revenir effectivement par la suite, lorsqu'elle va écrire Eichmann à Jérusalem, qui a évidemment impliqué pour elle tout d'abord un choc, c'est-à-dire un choc, cette fois-ci, pas de prendre en considération un régime meurtrier dans sa globalité, mais à un procès d'un homme singulier
qui a commis les crimes sur le plan du droit pénal international les plus graves et qui la frappe en première approximation en tout cas par sa médiocrité. Alors je rappelle qu'Adolf Eichmann était un haut fonctionnaire du Troisième Reich, officier SS nommé à la tête d'une administration chargée des affaires juives. Et après la conférence de Wannsee de 1942 qui a décidé de la solution finale, Endlösung, pour les Juifs, il a été en charge de cette déportation et de l'organisation des camps de la mort. Oui, tout à fait. Et alors là, je vais peut-être en venir immédiatement à un grand malentendu qu'il y a dans le débat public autour de la représentation d'Eichmann par Arendt dans Eichmann à Jérusalem. Il y a eu une grande controverse à l'époque sur laquelle on ne va pas revenir, mais elle se poursuit de manière plus policée dans des publications où les commentateurs ne sont pas forcément d'accord. Parfois, on reprend la doxa par rapport à l'image de la banalité du mal, c'est que Eichmann était un petit rouage d'un système très bien huilé et très complexe, et que finalement, on en conclut que n'importe qui, placé dans les mêmes circonstances, pourrait commettre des crimes horribles de cette matière. Il suffit d'être un fonctionnaire du crime. Ce n'est pas du tout ce que dit Arendt dans Eichmann et à Jérusalem. En tout cas, elle insiste bien sûr sur la dimension bureaucratique et administrative des crimes commis par les nazis, ça c'est certain. Mais ce qui l'intéresse chez Eichmann, c'est autre chose. Quand elle parle de banalité du mal, elle essaye de nommer un processus de déresponsabilisation totale d'Eichmann, qui, alors elle va reprendre ça de manière plus philosophique par la suite, en s'intéressant à la pensée, au jugement, et en décrivant chez Eichmann quelqu'un qui devait toujours se retrancher derrière des clichés, des phrases toutes faites. Et pour Arendt, c'est un symptôme. Les principes de l'idéologie, justement, il l'applique sans arrêt. Il dit c'était ça qu'il fallait faire. J'ai obéi, mais parfois j'ai même pris des initiatives. C'était ça qu'il fallait faire. Et donc cette incapacité à penser ce qu'il a fait, mais en le justifiant toujours par rapport à l'idéologie nazie, lui donne quelque chose de mécanique qui n'est pas du tout à la hauteur des crimes qu'il a fait. Et donc, je vais dans votre sens, juste sur le fait qu'en aucun cas, la banalité du mal ne signifie qu'Eichmann soit banal. En vérité, il est ordinaire, c'est vrai. Et c'est ça qui est troublant. Arendt écrit « On ne dit pas pour autant, loin de là, que cela, le phénomène Eichmann, soit banal et ordinaire. » Je cite encore « Qu'on puisse être à ce point éloigné de la réalité, à ce point dénué de pensée, que cela puisse faire plus de mal que tous les instincts destructeurs réunis qui sont peut-être inhérents à l'homme. » Telle était effectivement la leçon qu'on pouvait apprendre au procès d'Eichmann à Jérusalem. Donc c'est extraordinaire qu'un homme aussi ordinaire parle comme de ces crimes sur un mode ordinaire sans jamais penser leur monstruosité. C'est ça, Eichmann à Jérusalem. C'est ça, et ce qui est intéressant, et là on peut reprendre le fil de notre conversation autour de Montesquieu et du rapport d'Arendt à Montesquieu, c'est que encore cette notion de loi est très éclairante, parce qu'en réalité, Arendt écoute beaucoup Eichmann, et quand on relit son rapport, qu'on peut critiquer sur certains points, c'est évident, mais quand on reprend le texte, on se rend compte qu'elle l'écoute et qu'elle prend au sérieux le fait qu'il se réfère à la notion de loi à un moment. Il dit, mais moi je n'ai fait qu'appliquer la loi. Oui. Donc il ne parle pas... Il parle des ordres à certains moments, il s'embrouille, mais il parle de la loi. Et quand on lui demande ce qu'est cette loi, c'est la volonté du Führer. Parce que sous le Troisième Reich, aussi incroyable que cela puisse paraître, la loi n'était pas une loi stable qu'on pouvait consulter, qui était publiée et qui pouvait orienter les actions. C'était la volonté du Führer qui n'était pas écrite le plus souvent et qu'on devait donc interpréter. C'est pour ça qu'Eichmann d'ailleurs était très zélé, puisqu'il fallait être zélé et très dynamique, pour employer un mot plus contemporain, pour appliquer cette volonté du Führer. Et donc, cette loi, cette volonté du Führer, en réalité, on considérait sous le Troisième Reich que Hitler était l'interprète justement de cette fameuse loi de la nature qu'on a évoquée tout à l'heure, et que appliquer la volonté du Führer, c'était aussi appliquer ce sursens idéologique qui correspond à cette loi du mouvement totalitaire. Martine Lebovici. Oui, alors justement sur Eichmann, je crois que
il faut jamais oublier que Eichmann était un SS. Oui. Et à aucun moment, et justement, Arendt dans le livre passe beaucoup de temps à essayer de décrypter qu'est-ce que c'est que cet organisme SS, et que c'est quelqu'un qui en fait n'arrête pas. Et il est submergé de tâches. Il n'arrête pas. Oui. C'est-à-dire, il est alors, actif, mais pas au sens arendtien, c'est-à-dire qu'il est sur le terrain, c'est un organisateur, quelqu'un qui sait organiser. Il a une façon d'utiliser les responsables juifs pour les faire servir à ses fins, etc. Donc c'est quelqu'un il ne pense pas au sens où, effectivement, c'est-à-dire, il sait très bien ce qui se passe. Il sait très bien où vont les gens qu'il fait mettre dans les trains, mais il ne fait pas le lien entre ce qu'il fait et le résultat de son action. Et l'absence de pensée, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est une incapacité à concevoir à quoi mène ce que je fais. Hein, et donc de s'arrêter un petit peu, prendre du recul, mais il n'arrête pas, c'est un activiste, Eichmann. Et si je peux donner un exemple, oui. Quand à un moment, il a dû quitter Vienne, où il avait organisé ce qu'il appelait lui-même une chaîne de montage très efficace. Alors, il en était très fier de tout ça. Très très fier, il doit partir à Prague. Voilà ce qu'il dit. Lorsqu'on a mis sur pied un tel bureau et que tout marche à merveille et en bon ordre, on n'a pas envie de tout abandonner. Exactement. Donc c'est vraiment un propos administratif du travail bien fait, appliqué à l'assassinat de masse. C'est ça. Et c'est ça qu'Arendt appelle l'absence de pensée, la banalité terrifiante de sa manière de parler des choses. Voilà. C'est-à-dire que la banaliser du mal, c'est un oxymore. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est un mal extrême. Oui. Et c'est du mal. C'est pas simplement qu'on nuit à des gens, c'est vraiment du mal. C'est-à-dire c'est du crime, en l'occurrence. Et c'est du crime de masse. Et bon... Et alors, peut-être, moi, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de loi. Je vous en prie, allez-y. Bon, parce qu'effectivement, Eichmann dit, et sont ses paroles, qu'il n'obéit, enfin, vous l'avez cité, Vincent, qu'il obéit aux paroles du Führer elle-même, et que donc il n'obéit pas aux ordres. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas commandé par un supérieur, d'une certaine façon. Alors qu'il en a un qui est Himmler. Alors qu'il en a un, mais il ne se... Alors ça renvoie à ce qui est, au fond, aussi l'essence du gouvernement totalitaire, c'est-à-dire la structure en oignon. Hein, qui est quelque chose, alors là, qu'elle a vraiment décrypté, hein, c'est-à-dire que il s'agit d'organiser le peuple en fonction de certaines strates. D'ailleurs, c'est-à-dire, par exemple, prenons les jeunesses hitlériennes. Les jeunesses hitlériennes, ce sont des enfants, des jeunes, etc., qui font du camping, qui vont à la piscine, etc., etc. Et ça, c'est une première strate qui est la strate de normalité pour l'extérieur du régime, pour les gens, disons, pas impliqués directement. Puis là, il y a des organisateurs, enfin, il y a des membres du parti qui sélectionnent les plus proches, enfin, les plus méritants pour les faire rentrer dans une autre strate qui va être, disons, les membres du parti. Mais les membres du parti eux-mêmes, ils sont doublés par les membres disons, de l'ASS jusqu'au centre qui est le chef, qui effectivement, comme vous l'avez dit, ne promulgue pas des lois par écrit, mais indique à mi-mot ce qu'il s'agit de faire. Et donc, le chef est au centre dans le régime totalitaire, il n'est pas au-dessus comme dans les structures autoritaires. Et la grande invention, et Eichmann, effectivement, il en est un exécutant exemplaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de regarder ce qui est écrit,
et d'appliquer, justement. Il s'agit de se dire, qu'est-ce que, à ma place, le Führer aurait voulu. Voilà. Et que donc, il y a une identification des acteurs, comment dire, totalitaires, avec quelque chose qu'ils ont intériorisé, comme s'ils étaient en rapport intime, effectivement, avec ce qu'aurait voulu le chef. Et l'horrible, c'est que ça ait eu une efficacité beaucoup plus grande, d'une certaine façon, que les hiérarchies qu'une traditionnelles. bureaucratie ordinaire. Et surtout, là, je voudrais quand même insister, parce que souvent les gens qui ont une hostilité spontanée, parce qu'ils ont entendu plein de choses, à ce livre, Eichmann à Jérusalem, d'Arendt, reportage, moi je dis reportage sur la banalité du mal, croient qu'elle a entièrement épousé l'idée qu'il n'obéissait qu'aux ordres. Bon, en réalité, Arendt est stupéfaite de voir à quel point il dit lui-même qu'il a une obéissance aveugle, qu'il qualifie de cadaver, gehorsam, de obéissance de cadavre, mais elle sait qu'il n'a cessé de torpiller, et c'est très intéressant cette défense, puisqu'en fait, ce que vous dites très bien là, Martine Lebovici, à chaque fois qu'il se met à la place du Führer pour savoir ce qu'il doit faire, il lui arrive même de désobéir. Et c'est clair dans la façon, dans le procès, c'est très clair, à Himmler. Il a obéi à Hitler en désobéissant à Himmler. L'obéissance de cadavre ne l'empêche pas de prendre ce qu'il appelait des initiatives. Complètement. Ce qui le rend parfaitement responsable, et Arendt n'a jamais dit le contraire. Et Vincent Lefebvre. Sur ce point-là, j'ajouterais quelque chose peut-être d'un point de vue plus juridique. Ici, on parle évidemment de l'ordre qui a été ou de l'ordre qui a été donné oralement, d'après la plupart des historiens, mais en des termes qui restent évidemment nébuleux, de l'extermination des Juifs d'Europe et d'autres catégories d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'écrit. Et il y avait cette interprétation, effectivement, qui devait être faite par les autres couches de l'oignon totalitaire, tel qu'il vient d'être décrit par Martine. Mais j'aimerais quand même rappeler que ce n'était pas un système sans loi. Le national-socialisme était un régime dans lequel il y avait des lois qui étaient promulguées. Il y avait des juristes, d'ailleurs, qui avaient leur place dans ce régime, qui est interprété dans un sens national-socialiste, ces lois qui étaient adoptées et promulguées. Mais il y avait un rôle qui était joué par les juges. C'est-à-dire que même si on promulguait des lois, même si on adoptait des lois, elle n'était pas destinée à stabiliser, à offrir une sécurité juridique aux individus, comme on le dit dans un système juridique libéral, pour reprendre cette catégorie, ou dans un état de droit. Mais il s'agissait d'interpréter ces lois dans un sens national-socialiste. À chaque fois qu'il y avait un procès, on interprétait la loi dans un sens national-socialiste. Et donc ça impliquait, et on y revient, que les juges eux-mêmes, qui sont dans nos régimes constitutionnels les gardiens de l'état de droit et des droits humains, évidemment, dans un régime totalitaire, ils ne disparaissent pas, mais eux aussi sont chargés en permanence d'interpréter la volonté du Führer ou le sens caché de cette fameuse loi du mouvement naturel. Et si on analyse d'ailleurs des procès qui ont eu lieu à l'époque, on se rend compte que c'est le cas à chaque fois. Par exemple, lorsqu'il y a eu une relation interdite entre un juif et une personne de race aryenne, pour reprendre les catégories des nazis, les juges peuvent constater que même si les lois ne sont pas censées s'appliquer en l'espèce parce que les critères légaux ne sont pas rencontrés, eh bien, on doit quand même interpréter la loi dans un sens national-socialiste, et donc ça doit mener à une condamnation. Mais tout à fait, c'est très important de dire ça. C'est-à-dire que la manière dont les juges fonctionnent sous le national-socialisme est très, très significatif. Il s'agit de toutes les manières le critère de jugement, c'est le sain sentiment racial. Et à chaque fois, c'est ça qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est le côté façade quand même du national-socialisme. C'est pour ça qu'avec Anne-Marie Reviello, auquel Vincent l'a bien connu,
Et vraiment, je suis très contente de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui, hein, parce que c'est une très grande interprète d'Arendt, Oui. hein, vraiment. Elle a été très importante pour toute une génération. On s'est dit qu'il y a là un pervertissement de la loi. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, on s'est inspiré aussi de Claude Lefort, hein, qui parle de perversion de la loi. Et ça, c'est central dans le totalitarisme. C'est-à-dire qu'on garde des façades, on garde des mots. Et d'ailleurs, là, quand on lit Victor Klemperer, c'est tout à fait... comment les mots eux-mêmes... par exemple, Klemperer montre que le mot Gleichschaltung, qui a une si grande importance dans le national-socialisme, c'est un terme de la mécanique. Et même Führer, c'est un terme... Ça veut dire, Gleichschaltung, en mécanique, ça veut dire... Ça veut dire, je ne sais pas exactement, mais ça veut dire quelque chose en mécanique. Et là... Et le Führer aussi, c'est un terme mécanique. Et qu'il y a une reprise des mots du vocabulaire courant pour les détourner, de faire en sorte que quand les gens les utilisent, ils pensent les utiliser au sens traditionnel, mais en réalité, ils sont complètement pervertis par toute l'emprise sur le langage, quoi. Il y a peut-être un autre hommage qu'on pourrait rendre, c'est à Franz Neumann. Ah oui. Alors, qui était Franz Neumann et qu'est-ce que Arendt lui doit ? Je crois qu'elle n'en a jamais rien dit, mais vous, Martine Lebovici, vous êtes assez... Ou allez, Vincent Lefebvre, dites-nous quelques mots de lui. Il a écrit un livre en plein nazisme. En 1942, il a écrit Behemoth, qui est une étude sur l'État nazi. Arendt lui doit-elle, par exemple, la structure en oignon ou certaines analyses ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de Franz Neumann, et c'est plutôt Martine Lebovici qui l'a étudié largement dans le pervertissement totalitaire, et ça me permet de rendre hommage à Anne-Marie Rovillo. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui a étudié de l'intérieur le système, qui a publié un livre, je pense c'était en 1942, c'est ça ? Alors, il l'a appelé Behemoth parce que Léviathan, d'ailleurs Behemoth aussi était pris, mais Léviathan, c'est le mot de Hobbes pour parler de l'État, alors sous plusieurs formes possibles, hein. Il peut y avoir plusieurs régimes pour l'État, mais lui il a choisi Behemoth, qui n'est pas du tout dans le sens, bon ce sont des gros animaux monstrueux, bibliques, mais pas du tout dans le sens de Thomas Hobbes. Il a choisi ce mot pour décrire la spécificité de l'État nazi, avec justement ces couches de bureaux qui prennent des initiatives avec une fausse hiérarchie, etc. Il était proche de l'école de Francfort, il faut quand même le dire, de cet institut fondé en 1923 qui rassemblait des philosophes, des sociologues, des juristes, etc. Allez-y, Martine Lebovici. Non, mais je crois que la grande... idée de Franz Neumann à propos du nazisme, c'est que ce n'est pas un État, justement. C'est-à-dire que c'est un chaos organisé. Et ça me paraît extrêmement important, que le totalitarisme, c'est une destruction de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un État façade, où on garde, et d'une certaine façon, on retrouve ça dans le stalinisme, mais c'est une destruction de l'État, c'est-à-dire aussi une espèce de destruction, parce que ça pose la question de la notion de souveraineté. C'est-à-dire qu'il se trouve que on n'a peut-être pas le temps de reprendre justement ce qu'elle emprunte à Montesquieu sur la notion même de loi, la loi comme rapport, et non pas la loi comme volonté, qu'elle reprend effectivement de Montesquieu, alors que l'État, en tout cas l'État continental, se présente comme la source, enfin c'est de l'État que vient, de la souveraineté. La souveraineté, en fait, elle est définie comme l'instauration de lois, chez Baudin en particulier. Et donc, en ça n'est pas exactement une tyrannie, parce que le souverain édicte des lois. Mais précisément ce qui est... et donc, ça peut être à interroger, ce rapport entre souveraineté et édiction de la loi. Mais ce qui est... ce que Arendt reprend de Neumann, c'est que le totalitarisme est une destruction de l'État. Et alors, ça pose effectivement le problème des lois, parce que tant qu'il y a une souveraineté, aussi critiquable la notion de souveraineté soit-elle, ça donne des lois.
Et une certaine assise et une source à laquelle s'abreuver quand il s'agit d'interpréter dans un cas, une jurisprudence. Bon, alors que le totalitarisme fait semblant d'avoir toutes ces façades. Il a ces façades, mais ça n'a plus rien à voir. Le mode de pensée juridique est complètement cassé. Vincent Lefebvre. Oui, ça permet aussi de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la doxa, donc les idées préconçues qu'on a sur la pensée d'Arendt et sur la question, sur le lien entre les origines du totalitarisme et Eichmann à Jérusalem, ce caractère polycentrique du totalitarisme, chaotique, ce chaos organisé, c'est précisément ce que Arendt essaye de comprendre dans les origines du totalitarisme. Et donc il est un peu surprenant de voir que, sous la plume d'ailleurs de très bons historiens qui ont travaillé sur cette période de l'histoire, on peut citer le biographe d'Eichmann, Cesarani, mais aussi Bettina Stanget, qui a écrit un livre fascinant sur des documents qui ont été retrouvés, les documents Sassen, c'est-à-dire des conversations entre d'anciens nazis, qui étaient d'ailleurs toujours idéologiquement nazis, et Eichmann lorsqu'il était en Argentine. On se rend compte que la vision d'Arendt, c'est quelqu'un qui a construit un concept de totalitarisme comme régime monolithique, pyramidal, et qui appliquait les ordres, où les ordres s'appliquaient, se diffusaient du haut vers le bas, et où chaque échelon était finalement chargé d'appliquer un ordre clair qui lui avait été donné. Mais or, elle dit tout le contraire. Elle dit tout le contraire, et c'est ça aussi qui nourrit cette vision tronquée de la notion de banalité du mal, parce que les deux sont évidemment reliés. Oui. Alors justement, sur le livre de David Cesarani, c'est absolument fascinant, parce que comme beaucoup d'historiens qui commencent à écrire sur Arendt, ils commencent par dire dans l'introduction, alors j'écris ce livre pour dire que Arendt s'est complètement trompée. Il donne, comme vous venez tout à fait il donne une définition du totalitarisme comme système bureaucratique qui va du haut en bas. Ce qu'elle n'a jamais dit. Jamais dit. Et puis après, dans le livre de Cesarani, il y a des confirmations, page après page, de ce que Arendt disait, dit, enfin, de la façon dont Arendt voit Eichmann, quoi. C'est quand même très fascinant. Oui. Je vous laisse finir parce qu'il nous reste un tout petit moment, mais c'est peut-être aussi l'esprit, je l'avoue, de notre série cette semaine, d'essayer de dire vraiment ce qu'a dit Arendt, parce que nous avons un problème d'accès au texte lié à beaucoup de polémiques, beaucoup de malentendus, un peu de mauvaise foi aussi, vous avez clairement l'air de le dire. Et là, nous allons déplier l'œuvre en essayant d'être les plus fidèles possibles à ce qu'elle a dit. Je vous laisse le mot de la fin, Vincent Lefebvre. Oui, je pense que ce qui est important chez Arendt aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est à quel point elle nous aide encore à penser notre situation présente. Alors forcément, on pense à des phénomènes comme le national-populisme, le trumpisme aujourd'hui, mais pour revenir à la question juridique, c'est peut-être pour donner aussi de la chair à une notion qui parfois paraît un peu abstraite, comme la notion d'état de droit. Oui. Puisqu'on vit dans une situation, il ne faut pas traverser l'Atlantique, aller voir ce qui se passe aux États-Unis pour être inquiet par rapport à la situation de l'état de droit. L'état de droit, c'est lié évidemment à l'indépendance de la justice, donc les juridictions doivent pouvoir se prononcer librement, et on voit qu'il y a des tensions de plus en plus fortes dans nos sociétés, et donc revenir à Hannah Arendt, c'est pas dire nous vivons dans un régime totalitaire, c'est une dictature totalitaire et ce genre d'absurdité, parce que ce sont des absurdités quand on revient au texte de Montesquieu et d'Arendt, mais de dire nous vivons des temps qui peuvent aussi être dangereux. Non, revenir à Arendt, je sais parce que vous avez écrit un article là-dessus, que vous le pensez, c'est dire que tout est différent aujourd'hui. Ce n'est pas du tout comme dans les systèmes totalitaires. Le Trumpisme, par exemple, il n'y a pas de parti unique, il y a un rapport aux médias qui n'a strictement rien à voir. Mais au fond, c'est une leçon d'Arendt. Nos époques sont nouvelles, inventent des choses, c'est à nous de trouver les concepts. Martine, c'est-à-dire que la leçon d'Arendt, c'est que nous n'avons pas à appliquer à appliquer Arendt en arendtien ou en arendtianiste, mais c'est à toujours être sensible et toujours se demander qu'est-ce qu'il y a d'inédit dans les temps que nous vivons.
Et c'est ça notre travail, et ça, c'est à nous de le faire. Hein. Merci pour cette conclusion très arendtienne. Vincent Lefebvre, Martine Lebovici, c'était passionnant de vous entendre sur la notion de régime politique, et en particulier le système totalitaire tel qu'Arendt, dans un dialogue avec Montesquieu et beaucoup d'inventions. Les analyses d'Arendt ont été au cœur de cette émission, grâce à vous.